Le plaisir est toujours renouvelé de vous retrouver, amis téléspectateurs. Bonjour. L'une des maladies dont on n'entend plus beaucoup parler, c'est bien la méningite. De quoi s'agit-il réellement? On a l'impression qu'on n'en souffre plus, mais en réalité, elle est toujours d'actualité. Avec notre médecin, notre consultant médecin du plateau, nous allons en parler tout au long de cette émission. La méningite, ce que c'est, comment est-ce qu'il faut l'éviter, les dispositions à prendre et surtout les complications lorsqu'on y prend garde donc dans les prochaines minutes. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous savez de la méningite, Modeste? La méningite, c'est vrai, j'entends parler très souvent, mais je ne sais réellement pas ce que c'est. Ça veut dire que ça attaque le cerveau et que c'est une inflammation causée par des bactéries ou un virus. Et ça va jusqu'à la perte totale de la mémoire. On parle aussi de champignons, mais je ne sais quand même pas, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Bien, donc l'objectif étant de mieux appréhender, mieux comprendre donc cette maladie. Mais le mot important quand même qu'il y a dans cette maladie, c'est méninge. Et méninge justement fait rapport au cerveau. Alors nous parlons bien évidemment de méningite et quand on parle de méningite, nous avons le mot méninge qui est bien entendu le mot du jour. Méninge qui s'écrit M-E-N-I-N-G-E. Méninge qui est un nom féminin. Alors les méninges sont les membranes qui se situent autour du cerveau de la moelle épinière. Elle enveloppe le cerveau, la moelle épinière et les nerfs au niveau lombaire. Il en existe 3 types. Le premier, la dure, mais là on parle de la plus externe. Le second, l'arachnoïde, qui est la membrane intermédiaire. Et en troisième type, on parle de la PMR, la plus interne et adhérente au cerveau. Alors, elle se trouve autour du cerveau, dans le crâne et autour de la moelle épinière, dans la colonne vertébrale. 2 citations avec le mot méninge. La première qui dit « Je suis une femme de méninge ». Je suis une femme de méninge, qui est une citation de Sandrine Filassier. Et la deuxième citation, activez vos sens et laissez infuser vos méninges. Solution péremptoire pour vous que nous ne pouvons être simples. Activez vos sens et laissez infuser vos méninges. Solution péremptoire pour vous dire que ne pouvons être simples. C'est une citation de Sonia Lacharnassi. Voilà. Merci Modeste. Je suis une femme de méninge qui dit tout simplement que je suis une femme intelligente. Le mot méninge qui nous rappelle donc la méningite aujourd'hui comme maladie à détailler sur votre plateau. Modeste, merci. On se retrouve tout à l'heure pour, bien entendu, les messages que, chers amis téléspectateurs, vous pouvez envoyer au... Les messages que vous pouvez envoyer au 55 01 82 91 55 01 82 91. D'ailleurs, le numéro est affiché en bas de vos petits écrans. Vous pouvez tout simplement réagir dessus. Nous allons donc installer le médecin Félicien Edon. Il est à présent installé. Bonjour, docteur Edon. Bonjour, Mme Brunel. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci de renouveler votre présence sur notre plateau. Nous parlons donc aujourd'hui de la méningite, docteur. Vous avez suivi un peu notre définition du mot méninge. Vous pouvez nous aller un peu plus en détail avec cette maladie également. Merci. Quand on parle de méningite, comme on l'entend déjà, une partie qui dit méninge Oui. et it pour dire inflammation des méninges. Donc,
on dit de façon simple, c'est qu'une inflammation des méninges et de l'espace sous-arachnoïdien, que je vais y revenir plus tard, due à la localisation d'un germe. Ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être un parasite ou ça peut être un champignon. D'accord. Donc là, on parlait d'une infection des méninges due à une bactérie ou un virus ou un champignon ou un parasite, simplement. Très bien. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la tête, lorsqu'on part de l'extérieur vers l'intérieur, est constituée d'abord des cheveux que nous voyons au niveau de la tête. Ensuite, vous avez la peau qui est en bas, sur laquelle il y a les cheveux. Ensuite, vous avez une membrane que l'on appelle la peau névrose. C'est la peau névrose qui couvre le périos, c'est-à-dire la première couche de l'os au niveau de la tête. Maintenant vient même l'os même. Alors, quand vous quittez l'os, maintenant vous tombez sur les méninges. Voilà, les méninges là qui ont maintenant subdivisé en plusieurs couches. Vous avez la première couche qui est plus en contact avec le muscle, plus haut, c'est ça qu'on appelle la dumère. La dumère, d'accord. Alors, quand vous quittez la dumère, vous tombez sur l'arachnoïde. Maintenant, l'arachnoïde, lui, par contre, à ce niveau, il y a un petit espace entre ça avant la prochaine couche, qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Cet espace-là, c'est l'espace là qui abrite le liquide céphalorachidien qui remonte au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ça fait une continuité entre la colonne vertébrale et le cerveau. Donc, ce liquide-là permet de faire couler comme une sécrétion de graisse à ce niveau qui permet d'humidifier, graisser cet endroit régulièrement. Et malheureusement, ça peut arriver que des bactéries même viennent se multiplier là, ou augmentent la sécrétion de ce liquide qui fait que ça va distendre l'espace du cerveau. Et généralement, chez les enfants, la tête va commencer par grossir anormalement parce que ce liquide commence par prendre plus de volume. Mais pour l'adulte qui, cette formation est déjà complète, c'est un peu plus se distendre, c'est les céphalées, les signes d'hypertension intracrânienne qui s'installent définitivement. Alors, après ça, maintenant, il y a la primaire qui épouse intimement le cerveau même. Donc, si ces inflammations sont au niveau de cette couche-là, ça peut arriver maintenant que le cerveau même soit infecté. Donc, c'est là que ça va laisser les séquelles qu'on aura le temps d'en aborder un à un. Très bien. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les enfants qui sont sujets à cette maladie? Non, pas du tout. Des adultes peuvent faire la méningite. Tout le monde peut faire la méningite. Il suffit d'attraper les germes et que parfois même d'avoir un système immunitaire un peu faible qui expose la personne. C'est rapide et c'est fatal souvent. Si on ne sait pas s'y prendre. D'accord. Alors, si on est exposé aux germes, vous avez dit virus, parasites, champignons, il y en a toute une panoplie. Comment ça s'attrape? Alors, et comme je l'annonçais, il y a, si on va dire que d'abord, qu'est-ce qui cause la maladie? La maladie, oui. Comme on l'a dit, ça on va les classer en différentes catégories. Les deux qui nous sont beaucoup plus fréquents, qu'on va beaucoup plus insister là-dessus. Le reste, on va essayer de passer simplement. Alors, vous avez les premiers groupes, c'est la méningite virale. Ici, la méningite virale, c'est le plus fréquent, généralement, et puis le moins grave. D'accord, le plus fréquent et le moins grave. D'accord. Donc, on a la chance que l'organisme réussit quand même à se défendre tout seul, même sans traitement. Dans ces cas de méningite-là, l'organisme immunitaire solide peut naturellement l'éliminer sans complications, sans séquelles. D'accord. Alors, ces virus-là, peut-être les virus des entérovirus, ça peut être même la polio simplement qui donne la méningite virale. Ça peut être le zona, la varicelle, la rougeole, la rubéole, l'oreillon. Oui. Donc, toutes ces petites maladies qu'on a peuvent être en fait... Tout à fait. Si par mégarde ces virus se retrouvent dans le liquide céphalorachidien, ça va provoquer directement la méningite. Alors, maintenant, lorsqu'on revient sur le deuxième grand groupe, le plus grave et le moins fréquent, c'est la méningite bactérienne. Mais on dit souvent le moins fréquent. Le plus souvent, les méningites virales passent inaperçues et bon, c'est passé, on ne sait même pas compte parce que le système a réussi à l'éliminer. Mais la méningite bactérienne ne va pas passer. Quand c'est la bactérie qui se localise dans ce liquide ou dans le cerveau, ça ne va pas passer, mais ça va faire du pus. C'est-à-dire qu'on parle de méningite bactérienne, c'est du pus. Et c'est du pus dans le cerveau. Donc c'est difficile. Très très difficile parce qu'il faut frapper fort. Ce n'est pas tous les antibiotiques qui réussissent à traverser cette barrière hématocéphalique pour pouvoir aller atteindre le virus dans le cerveau. La bactérie dans le cerveau. C'est ce qui rend le plus difficile et le plus mortel cette maladie. Et ce qui donne beaucoup plus de séquelles très très lourdes. Et ces bactéries-là sont généralement, ça dépend de la saison en fait. Donc, quand vous vous retrouvez dans la période de l'harmattan par exemple, vous pouvez vous retrouver avec les pneumocoques facilement, qui eux sont beaucoup plus, ils se développent beaucoup plus vite dans
la période de l'harmattan. Vous avez également les méningocoques, l'hémophilus influenzae. Vous avez également, pu avoir la listeria monocytogénèse, les Klebsiella. Il y en a plein. Donc, en dehors de ces deux grands groupes, vous avez aussi pu avoir des méningites parasitaires ou alors des champignons également qui se localisent au niveau du cerveau. Ces cas-là sont souvent encore difficiles à traiter, c'est tous les champignons. C'est pas aisé. Il faut déjà identifier ces champignons et savoir quel antibiotique est efficace sur ces champignons. Sinon, vous allez traiter, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, si on revient sur comment on l'attrape. Oui. Alors, comme je l'ai dit, la méningite virale est beaucoup plus en période de l'air sec, l'hiver, la fraîcheur. Ça apparaît beaucoup plus vite. Alors, lorsque ces particules se retrouvent dans l'atmosphère, c'est un peu partout, hein, et que vous respirez, ça vous fait partie simplement d'une grippe. Vous avez la grippe, bon, vous avez dit que c'est rien, ça va passer. Et généralement, chez les enfants, c'est ça le problème. Quand ça commence chez les enfants, on n'y prête pas attention. Et on laisse cette grippe-là, en se disant que bon, c'est rien, évoluer. Ça va passer. Voilà, ça va passer. Et malheureusement, pour certains, là, ça ne passe pas. Et malheureusement, maintenant, c'est les nids maintenant des batteries là qui vont venir se greffer sur le rhume là et maintenant transmettre la batterie jusqu'au niveau de l'église céphalorachidien qui va provoquer maintenant la méningite. Donc, en respirant simplement l'air, vous pouvez respirer ces virus tranquillement et que vous faites une grippe et après, de la grippe, maintenant, ça passe à autre chose. Ouais. Donc, c'est compliqué d'éviter alors. C'est compliqué d'éviter. C'est compliqué d'éviter. Vous savez que l'avènement des bavettes a réglé beaucoup de choses. On en reçoit de moins en moins des affections respiratoires, surtout chez les personnes qui portent des bavettes. Parce qu'en fait, on a essayé de protéger de Covid, mais aussi quelque part, on s'est protégé de beaucoup d'autres maladies. D'autres maladies, d'autres allergies, d'autres plein de choses. Ce qui fait que ça a diminué beaucoup plus les réactions allergiques, les trucs lâchés, les personnes qui utilisent régulièrement des bavettes. Donc, quelque part, ça a aussi son avantage de ne pas laisser les bavettes, même si Covid est parti. Il faut toujours continuer. On a envie de respirer. Voilà. Mais généralement, en 2 semaines, lorsque le virus entre, l'organisme réussit à refaire sortir, à éliminer complètement le virus. Ça passe sans séquelles et bon, personne ne se doute de rien. Donc, c'est ce qui fait que dans les méningites virales, ça ne se remarque pas vraiment parce que l'organisme même fait le travail et ça ne va pas jusqu'à l'hospitalisation, sauf les cas des enfants qui ont un système immunitaire déjà atteint. Ou l'adulte également qui a un système immunitaire abattu, comme les gens qui ont le VIH, comme les drépanocytaires, et ainsi de suite. Ceux-là vont beaucoup plus développer les signes, plus que ceux qui n'ont pas ces différentes pathologies sous-jacentes. Donc, mais ceux qui ont un système immunitaire compétent, et là, ils réussissent quand même à éliminer au bout de 2 semaines, tout rentre dans l'ordre. Maintenant, la méningite bactérienne, là, c'est le grand tableau parce que les bactéries sont partout dans l'environnement. Quoi qu'on fasse, il y en aura toujours des bactéries. Et il y en a qui seront directement envoyées, non même pas dans la bouche. Il y en a qui vont être respirées par voie respiratoire, dans des petites particules, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Du coup, pas de panoplie, ça peut se retrouver dans le système sanguin de l'homme. Parce que le problème, c'est que ça se retrouve dans le sang, c'est le problème. Les méningocoques, surtout en période d'harmattan, les pneumocoques également. Ensuite, et c'est par exemple, les pneumocoques sont beaucoup plus fréquents chez les enfants d'âge inférieur à 1 an. C'est ce qui fait que c'est plus virulent, le plus grave chez les enfants. C'est ça. Parce que si ça se localise chez un enfant de 1 an et que vous ne courez pas, c'est au dernier moment que vous venez, c'est ça qui rend plus difficile les choses. Alors, les bactéries peuvent passer directement dans la circulation, le liquide céphalorachidien dont je parlais, par la circulation sanguine ou lymphatique. Parce qu'il y a une communication entre le sang et ces liquides-là, ou cet espace. Du coup, le sang amène les bactéries-là jusqu'à cet espace parce qu'ils vont rechercher surtout, parce que le liquide céphalorachidien les permet de vite se développer, se multiplier, parce que c'est une structure qui est très, très riche pour eux. Du coup, c'est pour ça qu'ils courent pour aller se localiser à ce niveau, pour mieux se développer. En se développant, ça ne fait pas de bien à l'intéressé même sur qui ça se développe, parce que ça va causer beaucoup de réactions, d'irritation des méninges, et les méninges ne vont pas rester les bras croisés, et aussi vont vouloir se défendre et éliminer le virus. Donc, la réaction entre l'homme, l'autre et la bactérie va provoquer tous les signes, cascade des signes que vous avez, et malheureusement, beaucoup ne s'en sortent pas sans séquelles, sans payer le prix. Très bien. Alors, bon, elle peut être due simplement à une infection qui a commencé simplement au niveau, par exemple, je prends les narines, pas juste, comme j'ai dit, les rhumes, ou bien un enfant qui a s'est gratté les oreilles et puis l'oreille coule ou bien l'oreille ça fait mal ou une simple otite.
et que les gens, malheureusement, dans nos contextes là, c'est toujours on mène dedans. Déjà, on ne sait même pas dans quel contexte, est-ce qu'il y a une perforation du tympan ou pas, et on envoie des sécrétions dedans qui créent maintenant des complications, et une infection de l'oreille, facilement, ça passe dans le liquide céphalorachidien. C'est directement lié à la tête. C'est directement lié, le complexe, tout est là. Du coup, ça rentre directement et ça se localise là-bas, et ça peut être juste une simple otite qu'on aurait dû traiter, qu'on aurait dû régler. On passe de l'otite maintenant à une méningite bactérienne. Ça peut être une sinusite. Tant c'est les infections du sinus, les sinus également sont plus hauts, que ce soit maxillaire, frontal, pariétal. Donc ces sinus-là, quand ça s'infecte et qu'il y a des pus dedans et que vous ne faites pas vite pour traiter, ça peut passer, cette bactérie peut passer de là au méninge. Alors, ça peut être simplement, bon, voilà encore un cas, une diarrhée. Ah oui? Oui, une simple diarrhée que vous avez pris et que, même adulte ou enfant, que vous avez pris et que c'est touché les enfants, et on confond cette diarrhée avec simplement de la dentition, et qu'on n'y fait rien. On laisse l'enfant continuer à faire la diarrhée. Les docteurs du quartier disent souvent qu'on ne traite pas la diarrhée des dentitions. De dentition. Il faut laisser l'enfant pour que son organisme soit résistant. Voilà. C'est un mauvais conseil parce que vous allez tuer l'enfant. Et d'ailleurs, même, il n'y a même pas de... J'ai dit, je le répète, il n'y a pas une diarrhée de dentition. C'est juste une mauvaise coïncidence. Si une autre fois, on aurait le temps de venir débattre sur ce sujet de dentition, sur la dentition. Sur la dentition, oui. Pour qu'on dise aux gens d'arrêter toujours d'imputer tout ce que l'enfant ressent à la dentition. L'enfant chope une bactérie, simplement, maintenant il fait une diarrhée, on dit que c'est la dentition. C'est quoi le rapport entre la dentition et la bactérie? Il n'y en a pas. Donc, on ne fait rien, on laisse l'enfant continuer à faire la diarrhée, de diarrhée en diarrhée, jusqu'à ce que l'enfant s'épuise. Et en s'épuisant maintenant, les bactéries envahissent tous les systèmes et que ça se retrouve également au niveau du cerveau et l'enfant développe la méningite. La même chose, ça peut être une fièvre qui a commencé, on donne du paracétamol, espérant que ça passe, ça ne passe pas. On ne va pas à l'hôpital pour aller voir, mais pourquoi en une journée, il a donné paracétamol, ça n'a pas passé. Ça n'a pas marché. Non. Jusqu'à ce que maintenant la bactérie va provoquer une septicémie. En prenant une septicémie, ça va se localiser au niveau du cerveau. Et voilà comment commencent les crises chez l'enfant. Ça va commencer par convulser. Ça veut dire que quand un enfant convulse, c'est que quelque chose atteint son cerveau. Là, vous commencez par courir maintenant. Et c'est souvent tard parce que quand un enfant convulse une seule fois, il perd des neurones. Ah oui. Oui, c'est les neurones qui se grillent. Alors qu'on sait que les neurones ne se régénèrent pas. Quand vous avez un qui est grillé, c'est que c'est grillé pour la vie. Ça va se régénérer. C'est pas comme la peau, quand il y a plaie. Ça revient. Quand là-bas c'est gris, c'est que c'est grillé, c'est fini. Et c'est ce qui fait que ça va laisser des séquelles pour cet enfant. Il aura du mal demain dans sa vie future. Donc on va y revenir sur les complications. Absolument. Comprendre que c'est dangereux parce que on toujours quelqu'un à qui imputer nos problèmes. Alors qu'en fait, on est même nous-mêmes notre propre problème dès la base. Parce qu'un enfant qui grandit, qui a des difficultés à s'adapter dans la vie, remonter dans l'enfance, remonter dans la naissance, vous allez voir que ce problème-là commence depuis toujours, depuis la naissance. Et c'est l'ignorance des parents qui ont conduit cet enfant-là. Mais on va les faire dire que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste une ignorance, un petit truc que vous aurez dû éviter pour que ça n'arrive pas. Vous ne l'avez pas fait et voilà les conséquences. Et vous n'allez même pas faire les rapports entre ce que vous avez fait il y a des années et ce qui arrive aujourd'hui. Malheureusement, c'est compliqué. Donc voilà comment on peut attraper facilement ces virus. Et il faut savoir que chez les nourrissons et les enfants de moins de 1 an, moins de 5 ans, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, surtout les méningites bactériennes. Très bien. Alors, j'ai quand même une préoccupation. On sait que dans certains cas, pour certaines maladies, on sait exactement quel type de virus, quel type de bactérie. Là, on a différentes palettes de maladies, diarrhée, maux de tête et autres, qui peuvent en réalité être presque les causes de la méningite un peu plus tard. C'est comme si on ne sait pas avec exactitude le virus ou bien la bactérie qui en est à la cause, c'est ça? On connaît les bactéries qui peuvent vous donner la méningite. Et c'est pour ça quand les signes commencent et que la fièvre commence par grimper et que les signes commencent par se présenter, il y a une analyse qu'on fait, c'est-à-dire on va piquer le liquide céphalorachidien dans le dos et on prélève ce liquide, on va analyser pour savoir quelle bactérie est dedans et quel antibiotique est nécessaire pour pouvoir éradiquer la bactérie. Donc, on fait la culture de l'LCR et là, ça nous permet d'identifier les germes. On identifie, à chaque fois qu'on est devant un cas de méningite et qu'on fait les tests, on identifie les germes et on identifie les molécules qu'il faut utiliser pour éradiquer définitivement. Mais si vous n'êtes pas allé à l'hôpital, et que c'est
Quand c'est déjà trop tard, l'enfant est en coma avant que vous n'arriviez, ou l'adulte est déjà en coma, c'est difficile. C'est difficile parce que ce prélèvement qu'on fait là, c'est pas chez tout le monde on le fait. Il faut être dans des conditions. Il y a des conditions strictes pour le faire. Et dans des cas, parfois, quand on se retrouve, on ne peut pas prendre le risque d'aller piquer, sinon ça peut provoquer, on peut enfoncer la personne. Du coup, mais si vous venez à temps et que les trucs peuvent être rapidement récupérés à temps, facilement on identifie les germes et on émet l'antibiotique et ça. Et tous les signes se régressent. Mais parfois, si on ne fait pas, on traite à l'aveuglette, on voit les types de catégories de bactéries qu'on a et on voit quel antibiotique sera efficace sur tel ou tel. Il y a des antibiotiques qui sont à large spectre, qui couvrent presque toutes les bactéries. Du coup, on est obligé de frapper fort pour prendre les antibiotiques qui couvrent toutes les antibiotiques, les bactéries qui peuvent donner ça. Mais c'est toujours bien d'avoir une précision de quelle bactérie il s'agit et de quelle molécule il faut utiliser. On n'utilise pas tout à tout vent. Très bien. Alors, sur la maladie, quelqu'un qui a la maladie, donc, quels sont les symptômes qu'il développe, à part les autres maladies qui se greffent dessus? Ça, c'est le plus important à savoir, parce que tout ce que j'ai dit là, vous n'allez peut-être pas savoir comment je dis, mais qu'est-ce qui vous pousse à penser que ça, c'est la méningite? Oui. C'est là on va scinder ça en deux grandes catégories, je vais dire. Il y a, parce que ce n'est pas la même chose que chez le nouveau-né. Que chez l'adulte. Que chez l'adulte. D'accord. Le nouveau-né même, 0 à 28 jours, ce n'est pas la même chose que le nourrisson qui est de plus de 28 jours jusqu'à 5 ans environ. Il y a ceux qui peuvent dire, papa, j'ai ci, maman, j'ai ça. Il y en a qui ne peuvent pas dire que j'ai ci ou ça. Donc, ce n'est pas la même chose que vous allez remarquer. Donc, c'est comme si vous demandez à un nouveau-né de dire que j'ai mal à la tête. Il ne peut pas dire. Donc, c'est à vous de savoir ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut observer chez l'enfant pour pouvoir savoir. Mais pour en arriver là, dans quel contexte un nouveau-né va développer une méningite? Parce que l'enfant peut sortir aujourd'hui, quelques heures après, il va faire la méningite. Oui. Ah oui. Ah oui, ça c'est fréquent, malheureusement. Et malheureusement, ce sont des enfants mais ça veut dire que c'est l'environnement immédiat de l'enfant. De l'enfant. Mais pas même, non seulement ça, déjà même sur la grossesse. Sur la grossesse. Là, on va évoquer. Alors, la maman qui est enceinte. D'abord, je vais d'abord parler des super mamans. Des super femmes, je vais dire. Oui. Je les appelle souvent des super femmes parce qu'ils ont déjà fait une geste, deux gestes. Ils sont enceintes de leur troisième enfant. Ils se disent qu'ils maîtrisent déjà tout ce qu'il faut savoir sur la grossesse. Donc, ils ne veulent même plus aller à l'hôpital. À l'hôpital, d'accord. Elles sont expérimentées. Elles sont expérimentées. Chaque enfant, chaque grossesse est unique. Oui. Vous ne pouvez pas comparer une grossesse à une autre. Et vous allez vous retrouver avec des catastrophes. Ça, c'est tous les jours, j'en reçois. Malgré ça, ils ont dit que non, ce n'est pas un premier enfant. Ce n'est pas ça. Chaque grossesse est unique. Vous voyez une grossesse sur laquelle vous avez fait une fièvre. Une simple fièvre. Vous ne savez pas d'où vient la fièvre. Et vous avez banalisé. Ça va compromettre l'avenir de votre enfant. Il faut savoir d'où vient cette fièvre, qu'est-ce qui provoque cette fièvre. Et si vous ne le faites pas, c'est l'enfant qui va payer les prix. Parce qu'une fièvre peut cacher beaucoup de choses chez une femme enceinte. Parce qu'une femme enceinte est comme un système un peu faible, parce qu'il y a un enfant, elle doit tout manger, si elle fait ça pour pouvoir renforcer l'immunité. C'est plus simple, une grossesse. Et s'il y a une fièvre qui apparaît, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de cette fièvre. Absolument. Il faut retrouver. Mais si vous banalisez, vous prenez paracétamol à la maison, vous gérez, vous dites que bon, vous avez géré, vous avez été parlé, vous avez mis antibiotiques et c'est passé. Ce n'est pas tous les antibiotiques qui tuent les germes là. Il y en a des antibiotiques qui vont calmer, qui vont passer sous silence et continuer la multiplication. Et quand ça va ressortir maintenant dans le sang, ça va provoquer une septicémie. C'est là que vous vous retrouvez avec un tableau de bataille et qu'on commence par courir. Mieux toujours, quand ça ne va pas, il faut appeler toujours votre sage-femme ou votre gynécologue qui vous suit pour dire j'ai telle chose. Et ce qu'il faut faire, il va vous le dire. C'est surtout les fièvres là qui apparaissent au 3e trimestre. D'accord, au 3e trimestre. Au 3e trimestre. Parce que c'est là la fluidité importante entre la mère et le fœtus et l'enfant. Oui. Alors, si à ce stade qu'il y a une fièvre que vous ne gérez pas bien, la maman peut passer le virus, la bactérie ou le virus à l'enfant par le placenta. Et là, l'enfant sort avec le virus, avec la maladie. La maladie directement. Et vous commencez par courir. Ou c'est une femme qui, sur la grossesse, surtout vers le 3e trimestre, ça fait une infection génitale basse. Oui. Ça là, c'est fréquent chez les femmes enceintes. Oui. Et du coup, si vous ne traitez pas, et que vous laissez l'enfant sortir, traverser cette filière-là avec cette infection, vous risquerez de donner la bactérie directement à l'enfant. Et il va faire une méningite. Le bilan prénuptial, le prénatal qu'on demande, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a des maladies sur la grossesse qui sont délétères pour l'enfant. Et il faut les faire pour qu'on sache est-ce que vous avez ou pas. On ne peut pas vous traiter à la vulgaire pour dire que bon, vous avez.
Et ça ne va pas vous donner directement les signes, comme je l'ai dit, parce que l'adulte a déjà un système immunitaire beaucoup plus résistant, donc il ne va pas manifester tous les signes classiques d'une maladie. Non. Et vous ne faites pas jusqu'à ce que vous accouchez. Et c'est après l'accouchement qu'on commence par courir. Parce qu'il y a une infection que l'enfant a pris qu'on aurait déjà dû détecter quand vous étiez enceinte, mais vous n'avez refusé de faire les bilans parce que vous êtes une deuxième, troisième grossesse. Vous dites que vous avez l'expérience. Les autres fois, là, vous avez fait, vous n'avez rien trouvé. Rien trouvé. Oui. Il ne faut pas gaspiller de l'argent. Il ne faut pas gaspiller de l'argent. Non. Chaque grossesse est unique. Il faut toujours ces réalités qui l'accompagnent. Et c'est là que vous allez vous retrouver avec des... Et ça ne veut même pas dire que si les autres enfants n'ont rien. Non. En fait, le problème, c'est qu'immédiatement, on ne voit pas les conséquences de ce qu'on a fait. C'est quand, plus tard, l'enfant commence par grandir. On commence à se poser des questions. On commence par se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'on n'est pas intelligent en Afrique. C'est pas qu'on n'est pas intelligent au Bénin. Mais il y a nos parents qui nous maltraitent dès la naissance, qui réduisent notre capacité à réfléchir, qui réduisent notre capacité à être spontané devant les activités, devant les faits. Et ça, là, la méningite est redoutée dans la capacité de réduire la capacité d'un enfant à réussir à l'école. La capacité d'un enfant à garder, vous lui commandez quelque chose là, maintenant il fait 2 pas là, il a déjà oublié ce que vous avez commandé. Parce qu'il faut remonter dans l'enfance, il faut remonter à la naissance pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, tu retrouves que c'est un enfant même qui n'a même pas crié à la naissance parce qu'il a déjà souffert dans le ventre, il a déjà s'est débattu tout seul pour s'en sortir et il sort maintenant, il est tout épuisé, il n'arrive même pas à crier ou bien les cris sont tellement faibles. C'est-à-dire que les neurones de cet enfant sont atteints. Il faut un suivi particulier pour améliorer demain sa vie. Vous ne le faites pas, vous partez de l'hôpital, vous prenez votre enfant, vous rentrez chez vous, et que après l'enfant n'arrive pas à marcher, vous n'arrivez pas à s'asseoir, vous allez commencer par accuser quelqu'un. Alors qu'en fait, c'est depuis la naissance, depuis la grossesse, que tout se traîne. La même chose, l'enfant sort immédiatement. C'est-à-dire, quand on finit d'accoucher, quand l'enfant crie, l'enfant est mignon. On a envie vite de rentrer. Tous les ans, oui. On a envie de vite partir de l'hôpital. Oui. Non. Un enfant qui sort, au minimum, il faut le surveiller pendant 24 heures. Parce que dans les délais de ces 24 heures, l'enfant peut chauffer, l'enfant peut avoir la fièvre, l'enfant peut développer d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Encore moins, c'est qu'on a césarisé pour des raisons que l'enfant a déjà une souffrance fétale, qui même parfois sort l'enfant, il refuse de rester à l'hôpital. Et ils reviennent plus tard avec la tête grosse de l'enfant pour dire que c'est un reçu ou bien c'est quelqu'un qui a jeté un sort. Alors qu'en fait, l'enfant a déjà chopé une infection déjà à la naissance et qu'il y en a eu plusieurs cas qui sont finis par décéder parce que c'est difficile de tester un enfant. Vous êtes parti avec l'enfant, vous revenez avec la tête grosse de l'enfant. Parce que nous, on savait déjà à la naissance que l'enfant a un risque. Faites si, vous dites que vous n'avez pas l'argent, c'est ce que vous dites, que vous n'avez pas l'argent, vous avez assez dépensé et que vous prenez l'enfant, vous signez une compte à vie et vous rentrez chez vous. Et un mois après, vous revenez, la tête de l'enfant est déjà comme un ballon de foot, du coup, on commence pas à courir dans tous les sens. Alors qu'en réalité, c'est juste peut-être l'infection qu'il a chopé qui s'est localisée au niveau du cerveau, qui a provoqué une réaction des méninges, et les méninges ont sécrété au niveau de l'espace arachnoïdien une quantité exagérée de liquide céphalorachidien. Donc ça a distendu la tête de l'enfant, et parce que la tête de l'enfant est encore modifiable. Quand il est petit, grandit, c'est à un stade où tout devient complet, et ça ne peut plus se distendre. Donc c'est là qu'on va parler des signes plus tard. Alors, les bébés également, il y a des bébés qui naissent avec l'ITER. Soit la maman fait un paludisme, on fait tendance sur la grossesse. Du coup, quand l'enfant naît avec le corps jaune, il faut faire attention. Là, il faut un suivi, il faut un bilan, il faut traiter. Si vous ne traitez pas, ça peut provoquer une infection, une fièvre sur le tableau. Quand la fièvre commence par se greffer sur ces tableaux-là, ça peut facilement donner une méningite rapidement. Et tous ces cas-là, quand un enfant naît, on regarde tout. Ce n'est pas pour rien quand l'enfant sort, il y a des choses à faire systématiquement avant de vous remettre le bébé, avant de rentrer. Vous ne le faites pas, vous allez revenir après regretter. On ne se presse pas pour rentrer avec le bébé parce qu'on vient d'accoucher, que le bébé a pleuré, que là, le bébé va bien. Tout va bien. Non, le bébé va, peut-être vous voyez que ça va, il va bien, mais au fond, il ne va pas bien. Il faut attendre, il faut patienter, il faut investiguer. Si tout va bien, on vous remet le bébé, vous rentrez avec le bébé tranquillement. Mais si vous ne faites pas que c'est après vous rentrez, vous ne savez même pas ce qu'il faut surveiller chez l'enfant. En fait, c'est le drame. Ils ne savent pas ce qu'il faut surveiller chez l'enfant, ils reviennent et l'enfant est déjà manifeste déjà les signes. Jusqu'à maintenant, quand l'enfant commence à faire des crises, c'est maintenant qu'ils reviennent à côté avec le bébé. Et c'est ça là que c'est difficile à traiter parce que vous avez entendu ça que la bactérie a atteint un summum et a localisé, a colonisé toutes les méninges. C'est maintenant que vous revenez. On ne peut pas vous promettre qu'on va sauver l'enfant là sans séquelles. Comme je l'ai dit toujours, c'est Dieu qui traite, c'est Dieu qui guérit. Très simplement. Oui. Si Dieu dit il va s'en sortir sans séquelles, il va s'en sortir. Mais on ne peut pas vous faire cette promesse là.
Parce que ce n'est pas possible, parce qu'on sait tous ce qui Les impacts que les ça... impacts qu'il y a derrière avec la méningite. Parce que quand on dit méningite, c'est le cerveau. C'est le cerveau et puis c'est le compliqué. cerveau atteint, c'est compliqué. J'ai beaucoup d'enfants là qui ont les conséquences de la méningite conçues jusqu'à présent. Il y en a qui récupèrent bien, il y en a, c'est pas facile. C'est pas facile. Jusqu'à 3 ans, c'est maintenant, ils commencent pas à faire un pas. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un Donc, on a fardeau pour les parents. l'impression que c'est passé un peu sous silence, cette maladie. On n'entend plus vraiment parler. Un Et peu. justement, c'est pour ça que je vous félicite d'abord pour ça, parce que c'est des sujets qui sont d'actualité, qui, tous les jours, on en rencontre, mais que les gens n'en parlent plus vraiment. Et on a l'impression que ça n'existe pas. Plus. Alors que ça existe. Vous voyez les gens qui commencent par, les enfants qui commencent par faire des épilepsies. Et peut-être on a dit que c'est dans la famille, hein, on a sorcellerie, quelqu'un a donné. Alors qu'en fait, l'enfant vient de finir une méningite qui est mal gérée et l'enfant est devenu d'office épileptique. Et là, l'enfant est obligé de donner son médicament à vie. En tout cas, jusqu'à un certain âge où les crises vont cesser. Mais plus tard, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, 4 jours, c'est la maman l'enfant est déjà épileptique, déjà diagnostiqué, et puis il est sous ton traitement. Elle a dit qu'elle a voyagé, elle est allée au village, donc le médicament est fini en 3 jours. Elle a une rupture de 3 jours de médicaments. C'est du village, elle est revenue à l'hôpital avec l'enfant en crise. Mais si vous elle ne s'est pas apprêtée avant d'aller. Elle ne s'est pas apprêtée avant d'aller. Elle se disait que bon, 3 jours, ça n'est rien. Elle est revenue dans un contexte, l'enfant est totalement en crise. Et on a un mauvais comportement ici, que quand l'enfant fait crise, là, c'est cuillère, on veut mettre dans sa bouche. Une cuillère? Une cuillère. C'est cuillère où on met... Pour forcer, pour dire qu'on veut garder la langue, tout ça là. Et c'est ça, vous traumatisez encore, vous blessez encore la langue. Parfois même, il faut même encore aller envoyer un stomato pour qu'on répare la langue. C'est compliqué. On a des très mauvaises habitudes pour ces crises-là, qu'on va y revenir. Alors, les signes. Oui. L'enfant naît. Il a pris les seins. Oui. Il mange. À un moment donné, il refuse de prendre. Vous lui mettez les seins, l'enfant refuse. Pourtant, il doit manger, il n'est pas rassasié. Il y a un problème. Vous devez revenir à l'hôpital pour dire que mon enfant refuse les seins. L'enfant ne refuse pas les seins pour rien. Et si c'est dans les premiers jours, oui, les premiers jours, les la premiers première jours, semaine. Oui, les 28 premiers jours. D'accord. L'enfant mangeait déjà avant normalement et il refuse les seins. Si l'enfant refuse les seins, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi l'enfant refuse les seins? Surveillez-le. Il va commencer par pleurer. Les cris vont passer, des petits cris, jusqu'à ce que les cris là deviennent insupportables. Personne ne dort dans la maison. Là, on appelle ça les cris stridents. C'est que ça sonne vous-même dans l'oreille. C'est comme si on met un haut-parleur dans votre oreille. Là, il faut courir. Ça, c'est les caractéristiques d'un enfant qui le cerveau est atteint. Wow. Il faut ramener vite l'enfant à l'hôpital. Même au moment où vous prenez la fièvre, vous allez voir que sa température grimpe. Il grimpe, il refuse de manger. La fièvre, il refuse de manger, il commence par crier sans cesse. Ça, vous avez les signes classiques. Il faut courir. Parce qu'un bébé, un nouveau-né, il est né, il doit manger. Il doit manger et dormir. C'est son travail. Peut-être prouver qu'il est là, pleurer un peu quand il a faim. Mais il n'a pas faim. Ben, il a faim, mais il n'arrive pas à manger. Il commence par se crier avec les mains qui sont dures tout le temps en train de crier. Il faut vite aller à l'hôpital. Les complications intimes, c'est que si vous n'allez pas vite à l'hôpital, l'enfant maintenant va faire une crise. S'il fait une crise, ça finit par finir les tableaux que probablement votre enfant a fait une atteinte des méninges. Parce que les cris convulsifs sont équivalents à que les méninges sont atteints. Alors, si on part de là, vous allez voir l'enfant qui crie, qui est tonique, qui est rigide, à un moment donné, il devient molle. Il lâche. Il lâche. C'est qu'il n'a plus la force. Même pour pleurer, là, il n'y en a plus. Donc, il se puse, vous le prenez là, la tête. C'est comme si, dans notre langue, on dit qu'il s'est effondré, il s'est écoulé. À l'hôpital, c'est que c'est arrivé à un stade où il faut vite faire, sinon, l'enfant va garder ce qu'est la vie. Là, on parle d'hypotonie globale. Si ça revient à ce stade, ça veut dire que l'enfant a déjà perdu ses capacités. Il faut courir, récupérer. Ça ne va pas être facile. De toute façon, j'ai dit toujours à un moment là, quand je commence, ça ne va pas être facile. C'est la patience et le temps et l'argent qu'il faut. Parce que quand ça commence comme ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors ça, c'est comme ça, on reconnaît chez un nouveau-né. Voilà quelques signes, en fait. Maintenant, les nourrissons, c'est-à-dire ceux-là qui mangent, déjà, ils commencent par grandir déjà autour de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Brutalement aussi, la fièvre commence. C'était la diarrhée. Commençons par faire la diarrhée.
L'enfant commence par faire des rhumes à répétition. L'enfant commence par vomir. Il faut arrêter de mettre tout ça sur le compte de la dentition et consulter. C'est-à-dire que vous n'allez pas consulter, c'est la crise que l'enfant va faire à la suite. Et c'est maintenant que vous commencez par courir. En ce temps-là, ce n'est plus simple. Alors, la même chose, l'enfant peut avoir totalement rigide ou il peut avoir totalement mal comme le nouveau-né. Mais vu qu'il ne peut pas parler que maman j'ai ci, j'ai ça, c'est à vous de savoir pourquoi mon enfant est comme ça, il chauffe, il est rigide, et ou bien il est chaud, il a la fièvre, il est complètement effondré, mou. Il faut commencer par aller se poser des questions. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il faut vite aller consulter pour qu'on vous dise ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Comme ça, vous allez vite anticiper, contrecarrer la multiplication de ces bactéries et permettre à votre enfant de récupérer sans séquelles. Mais si vous attendez que les crises convulsives commencent, personne ne peut vous promettre qu'il n'y aura pas de conséquences. Alors, chez les grands enfants maintenant et les adultes, plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un cas de grande fille de 14 ans qui a fait une méningoencéphalie. Pas parce qu'elle est déjà rentrée d'office dans le coma. Elle a récupéré, elle est sortie, mais le langage n'est pas comme ça. Donc c'est petit à petit avec le temps. Mais on ne peut pas leur promettre que ça va totalement se rétablir sans séquelles. C'est avec le temps même consulter les apports des psychiatres et autres pour accompagner ces grandes personnes ou ces adolescentes qui développent ces pathologies-là. Eux peuvent dire que j'ai ci, maman, j'ai ça. L'adulte peut dire que j'ai ci ou j'ai ça. Dans ces cas-là, la première chose que la personne dit, c'est que j'ai les maux de tête. Parce que étant donné que c'est au niveau du cerveau. Et que le cerveau ne peut pas se distendre. Donc ça met une pression à l'intérieur du crâne, ce qui fait que ça fait très mal. C'est la première chose. Maux de tête et les yeux commencent à devenir flous. Sans pourtant que ce soit une vertige. Mais les yeux, vous voyez que des grains, des trucs là commencent à venir avec les maux de tête atroces. Il faut vite aller consulter parce que ça peut être une méningite qui se développe en arrière et que vous ne faites pas vite. C'est ce qui fait que c'est plus compliqué chez l'adulte, c'est que quand ça commence, vous ne faites rien, ça va vous conduire directement dans le coma. D'un coup, là, vous vous retrouvez en coma et que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, c'est même encore beaucoup plus gérable chez les personnes qui ont un système immunitaire compétent. Mais les gens qui ont déjà une pathologie sous-jacente, comme par exemple le VIH, comme par exemple la drépanocytose, ceux-là, dans quelques minutes, quelques heures, là, ils vont se retrouver dans le coma. Et c'est là qu'on est en train de courir, qu'est-ce qui peut être à l'origine, qu'est-ce qui peut donner ça. La même chose avec les crises convulsives. Il y en a qui vont faire des crises avant de rentrer en coma, ou il y en a des gens qui vont juste se fondre et tomber en coma. Ceux qui ont fait des crises, ça nous met des puces à l'oreille. C'est ça. On met sur la ligne. La ligne. Mais ceux qui n'ont pas fait crise, là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, est-ce que c'est hypoglycémie? Est-ce que c'est ci, ça? Là, parce que ce n'est pas seulement des trucs, c'est pas seulement la méningite qui va affecter le cerveau. Absolument. Même l'hypoglycémie peut vous faire perdre l'oxygène dans le cerveau et griller une partie de votre cerveau, et puis vous allez vous retrouver dans le coma. Alors, ça, c'est chez les nourrissons, quand l'enfant commence à faire la diarrhée, de diarrhée en diarrhée que vous ne traitez pas, il chauffe, il est enrhumé, ou il a fait une otite, les oreilles coulaient, ou il a fait, et que vous n'avez pas bien traité, ou ça, l'aspect que la tête de l'enfant, ce qu'on appelle la fontanelle, là, qui bat au rythme du cœur, ça, c'est le premier élément qu'on demande au moment de regarder. La tête est plate quand l'enfant mange bien. Mais ça s'enfonce quand l'enfant ne mange pas. L'enfant est déshydraté, il a besoin d'eau, ça s'enfonce. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà les cheveux et autres. Oui, il faut toujours mettre la main pour voir. voir. C'est son enfant, non? Quand vous l'avez tous les matins, il faut toujours mettre la main pour voir. À un moment donné, si l'enfant fait diarrhée, il chauffe, il fait tout ça là, et vous constatez que ça a augmenté de volume, votre enfant développe une méningite. Ce liquide commence par être exagéré. D'accord. Et vous ne faites pas attention, vous allez voir, la tête commence par grossir. Ça, c'est la macrocranie qui s'installe. Et c'est les complications. C'est les complications, parce que si vous ne faites pas éviter que ça arrive à ce niveau, c'est que l'enfant est déjà en complication. La tête commence par grossir, de grossir en grosseur, on commence par courir, maintenant parfois on récupère, on ne récupère pas. On n'a pas tous les plateaux techniques nécessaires pour récupérer ce genre d'enfant sans séquelles. C'est difficile. En tout cas, tous les cas que j'ai reçus dans ces conditions-là, aucun enfant n'a survécu. Mais c'est compliqué. Il faut drainer, il faut de l'argent. Suffisamment d'argent. Il y en a quand on est allé faire les scanners
c'est irrécupérable. Donc, on ne fait plus rien, on traite l'enfant d'un paracétamol, on donne quand il y a ci, il y a fièvre. On dit aux parents que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors que c'était quelque chose qu'on aurait pu régler à la base. J'ai reçu un cas comme ça également, que l'enfant est né dans un contexte que le liquide amniotique a déjà changé de couleur, devenu verdâtre. Ah ouais? Oui, ça c'est l'indication d'une césarienne, comme je l'avais dit en son temps. D'accord. Le liquide amniotique devient méconnaître, c'est que l'enfant souffre déjà dans le ventre. Dans le ventre. Donc il en met ses selles, il reconsomme les selles, il remet, donc il souffre. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Quand l'enfant est sorti, encore que ce sont des jumeaux, on dit, l'enfant est sorti, il faut faire des analyses à l'enfant, il faut faire ci à l'enfant. Il y a un parent qui a dit que non, hein, non, moi j'accouche, c'est pas la belle, mais on s'entend. On en accouche depuis longtemps, on n'a jamais eu ce truc-là, on n'a pas l'argent. Ils ont pris les enfants, ils sont rentrés. 3 semaines plus tard, Ils sont revenus. ils sont revenus. La tête de l'enfant là, c'est déjà devenu très volumineux. L'un des enfants. L'un des enfants, l'un des jumeaux. Très, très volumineux. On dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que la tête de l'enfant là, ça ne va pas? Et on dit que c'est torse. On qualifie de torse chez nous, que c'est ça en fait. Pour eux, ce n'est pas une maladie. Alors qu'en fait, c'est justement une méningite. On a couru, on a fait pension, on a trouvé que c'était une méningite. Mais le temps d'envoyer au scanner pour aller faire le scanner dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Que ça a bousillé déjà toutes les structures du cerveau. Et du coup, on a dit accompagner l'enfant jusqu'à qu'il est décédé. Parce que on n'a pas assez de moyens jusqu'à ce niveau peut-être pour accompagner ces gens d'enfants à s'en sortir. Parce que même s'ils s'en sortaient, il serait comme une légume. C'est ça. Il ne sera pas indépendant, il sera dépendant de vous toute sa vie. Toute sa vie. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Maintenant, il y a un aspect particulier chez les personnes un peu âgées qui font penser probablement à une méningite. C'est-à-dire qu'ils ont les maux de tête. Peut-être ils ont de la fièvre. Maintenant, ils ont une douleur. C'est-à-dire, d'abord, ils n'arrivent pas à faire le menton contre la poitrine. Quand ils essayent, le menton ne touche pas la poitrine. Là, quand ils font ça, ils ont très mal. Là, donc ils sont obligés d'arrêter. Ou ils ne peuvent pas soulever les jambes vers le haut. Au niveau du lit, ça va très mal au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ils sont obligés de se coucher sur le côté. Remonter le genou vers la poitrine pour trouver du soulagement. On appelle ça la position en chien de fusil. D'accord, un peu comme ça. Comme ça, pour pouvoir retrouver la paix. Mais quand elle va se détacher de là, la douleur est atroce. C'est comme une position antalgique. En restant dans cette position, ça permet de lâcher les méninges et ça distend un peu les méninges. Donc, il retrouve un peu la paix dans cette position. Mais dès qu'il se redétache, la douleur recommence. Et la douleur est permanente, c'est ça? Elle est permanente parce que c'est une irritation méningée. La douleur est permanente. Donc, de là, vous voyez, le cou est totalement rigide. Il n'arrive pas à descendre le cou. Il est obligé de se coucher de côté pour pouvoir retrouver la calmie. Là, on dit que ça, là, c'est typique de quelqu'un qui a une irritation méningée. Il faut vite aller évaluer, est-ce que ce n'est pas une méningite, est-ce que ce n'est pas d'autres choses qui se passent au niveau du cerveau qui irritent les méninges. Parce que c'est les méninges qui permettent d'étendre de cette façon. Mais dès que ces méninges-là est touché, ça touche jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Parce que les méninges épousent le liquide céphalorhynque. Dans ça, le liquide circule au niveau jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est des signes classiques. Ça, là, ça ne trompe jamais. Quand on a ça, on se dit que celui-là a une méningite. Et vous ne faites pas, il va être rentré en coma. Voilà un peu comment vous pouvez à la maison reconnaître quelqu'un qui développe probablement une méningite et courir à l'hôpital pour pouvoir vous faire sauver. Maintenant, et en dehors de ça, bon, il y a d'autres signes indirects qui nous mettent les puces à l'oreille. Et on va toujours revenir sur l'histoire de nos parents qui trouvent toujours une raison farfelue à tous les signes de l'enfant pour ne pas le soigner ou pour aller chercher à faire l'automédication. Alors, indirectement, ça peut être simplement une fièvre ou peut-être un paludisme, on a assimilé ça à un paludisme simplement, et que l'enfant, en fait, le foie grossit, la rate grossit, le ventre prend un peu de volume. Directement chez les Béninois ou chez les Afriques de l'Ouest, c'est que l'enfant dit babla. C'est quoi le Voilà, les babla, chez nos contextes, je crois que peut-être il y aura une émission sur laquelle on va revenir sur ce sujet parce que ça tue les enfants tous les jours. Lorsque, par exemple, un enfant a un paludisme, la rate, dans sa capacité à éliminer les déchets du sang, est sollicitée de façon excessive. Donc, du coup, le paludisme est maltraité,
Et la rate en souffre tous les jours. Il essaie d'éliminer les déchets de ses parasites, de ses hémoglobines. La rate prend du volume. Il travaille trop, il prend du volume. En prenant du volume, ça déborde au niveau du côté gauche. Et vous, quand vous touchez le côté gauche, c'est comme s'il y avait une masse là. C'est la race qui a pris le volume. Et dans nos contextes ici, les gens l'assimilent à Digbagla. Et je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le fait Digbagla, mais c'est la splénomégalie là qu'ils appellent Digbagla. Dès que le ventre de l'enfant grossit, c'est Digbagla. Et du coup, dans nos contextes socio-culturels, on dit qu'un enfant Digbagla, on ne le soigne pas. On ne le pique pas. Il faut laisser l'enfant. Il faut aller faire traditionnel, dans lesquels ils utilisent des magouillas pour faire des scarifications terribles sur le ventre de l'enfant. J'ai oublié, sinon j'allais vous amener les images. Et vous allez voir les scarifications sur scarifications. Alors qu'en fait, c'est le paludisme simplement là, quand on tue l'enfant. Et ils font tout, ça ne marche pas. Et quand l'enfant meurt, on prend l'enfant pour venir à l'hôpital. Pour que nous, on constate le décès. Parce que c'est ce que je l'appelle toujours, parce qu'à chaque fois qu'il vient, l'enfant est déjà décédé. Dans quelques cas, quand on récupère ses parents conscients, quand on voit que ce truc-là, ça ne va pas là, ils arrachent les enfants de la main de cette radie-là, ils coupent pour venir à l'hôpital. J'ai même reçu une femme que j'ai soignée ici et qui est partie au Nigeria. Quand son enfant a commencé par avoir le ventre là qui grossit, on a déjà fait des scarifications partout. La dame a arraché son enfant du Nigeria, elle a quitté le Nigeria pour revenir au Bénin. Que cette baboula est en train de traiter, mais elle, ça ne va pas, donc elle a pris son enfant, elle est venue. Parce qu'elle sait qu'elle se fait soigner là où j'étais là, donc elle est venue là. Et l'enfant, là, après, la va soigner, mis sous traitement, parce que le sang, l'enfant est complètement blanc. Quand il a pris une poche de sang, là, il s'est retrouvé. Il est revenu. Et la dame, en 2-3 jours, la dame est repartie au Nigeria, tranquillement avec son enfant. Donc, ça tue les enfants tous les jours. Ça peut être juste un début de méningite, et que la rate a augmenté de volume, on a dit que c'est des bablas, on ne soigne pas. Et c'est comme ça on laisse l'enfant souffrir. L'enfant souffre, l'enfant commence pas à convulser, et tout le reste que vous conservez, ça suit. Et parfois, on ne récupère pas l'enfant. Et parfois même, les jeunes enfants ont déjà décidé avant qu'il n'arrive. Ils vont dire qu'il a fait une crise hier ou avant-hier, que l'enfant fait crise hier ou avant-hier, et c'est aujourd'hui que vous venez à l'hôpital. Parce qu'on leur a déjà dit que c'est ci ou c'est ça, ils ont déjà fait traitement à la maison, ils ont déjà fait ci. Ça n'a pas marché, c'est en ce temps maintenant qu'ils viennent à l'hôpital. Et c'est souvent déjà trop tard pour récupérer ces enfants. Et même les enfants qu'on a essayé à récupérer, ils gardent les séquelles à vie. Voilà tout ce qui accompagne l'histoire du méningite. Beaucoup de choses. Assez de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, avant de parler, c'est vrai qu'on a quand même brossé un peu les complications et autres avec les images. Je vous propose de marquer une pause. Voilà, nous sommes de retour, docteur, et donc pour poursuivre donc avec les séquelles, les conséquences sur la santé lorsqu'on a la méningite. Merci. D'abord déjà les complications, parce que lorsque la maladie est là et qu'on ne fait pas vite, ça c'est compliqué. Oui. Alors, la première complication c'est la mort. La mort directe. L'enfant fait un décédé d'un coup. Ça c'est le plus extrême. Maintenant, si on revient sur maintenant ce qui peut accompagner ce tableau-là jusqu'à cette mort-là, vous savez, la première chose c'est que si l'enfant est au stade nourrisson, nouveau-né ou nourrisson, c'est le liquide céphalorachidien qui est sécrété de façon excessive. Du coup, ça distend la tête de l'enfant. Et dès que la tête de l'enfant commence à prendre du volume, sachez que c'est déjà compliqué. Un peu comme l'image qui est là. Voilà, comme l'image. Ça, on appelle une hydrocéphalie. Alors, ça là, c'est souvent irrécupérable si ça arrive à ce stade, parce que ça bousille totalement toutes les constitutions du cerveau. Quand vous faites les scanners, c'est qu'il n'y a plus rien de récupérable. Du coup, on est obligé d'accompagner l'enfant là jusqu'à son décès. Vous voyez, petit corps, grosse tête, et les yeux sont toujours au coucher du soleil. Les méninges sont totalement distendus et il n'y a rien à récupérer. Bon, chez les gens un peu plus sophistiqués, là où il y a les plateaux techniques un peu plus avancés, ils peuvent réussir à donner une vie meilleure à cet enfant. Mais dans nos contextes ici, on en fait avec nos moyens de bord. On n'y arrive pas encore. On n'y arrive pas encore. Le mieux, c'est d'éviter que ça n'aille là-bas. Parce que quand ça va là-bas, c'est compliqué. Alors, vous savez, comme j'ai dit que c'est une localisation de bactéries, particulièrement pour les cas de méningite bactérienne, les bactéries là peuvent former une réaction avec l'organisme au niveau du cerveau et provoquer du pus. Comme je vous ai dit que bactérie égale pus. Alors, si le pus se constitue dans le cerveau, c'est compliqué. Très, très compliqué. Là, on parle d'abcès du cerveau.
C'est une complication extrême de la méningite parce que ces bactéries-là, l'organisme va chercher forcément à les éliminer. Entre réaction entre les neutrophiles avec ces bactéries, ça va provoquer une sécrétion et ça va devenir purulente. Et là, on est obligé d'aller drainer ce puits-là. Et c'est pas facile. Même déjà un puits dans le poumon qui est à côté là, c'est pas facile à drainer. Imaginons que c'est au niveau du cerveau. C'est compliqué. La même chose au niveau de la structure de l'organisme, de la tête, il y a quelque part qu'on appelle les ventricules, le quatrième ventricule. C'est dans ça que le liquide là se collecte. Ils peuvent avoir maintenant une inflammation de ces ventricules qu'on appelle une ventriculite. Et quand c'est arrivé là, c'est compliqué non plus, c'est difficile de traiter. Ça peut ne pas avoir hydrocéphalie, mais une ventriculite. Dans cette structure-là qui s'est dilatée, qui s'est surinfectée, que ça a provoqué des réactions de l'inflammation au niveau de cette ventricule. Du coup, ça va donner une ventriculite. Alors, que ce soit abcès du cerveau, que ce soit ventriculite, aucune de ces complications n'est facile à gérer. Et on ne peut pas vous promettre que ça va totalement se résorber ou laisser l'enfant vivre longtemps ou laisser l'enfant être autonome plus tard. On ne peut pas vous dire. Ça, c'est une première complication. L'autre complication, c'est, comme je disais tout à l'heure, les gens essaient de traiter blabla et que ça n'a pas marché. Ils ont fait des scarifications, magouilla sous magouilla, ça n'a pas marché. La rate qui est là ne diminue pas de volume, il continue à augmenter de volume. Donc, à un moment donné, il ne va plus filtrer le sang. Oui. Du coup, toute la composition du sang devient toxique et l'enfant entre en coma. Et de coma, l'enfant passe à la mort. C'est-à-dire, l'hémoglobine va totalement être bousillée parce qu'il n'y a plus un système pour permettre le renouvellement de ces hémoglobines. Du coup, l'enfant meurt. Si vous n'apportez pas de nouveau sang, de sang frais, pour pouvoir relancer l'organisme, la machine à reproduire de nouveau, l'enfant va passer le cap. Mais malgré ce qu'on dit, les gens continuent de croire que c'est blabla. Même les intellectuels qui, au lieu de comprendre que leur enfant n'a même pas de... Il y a même des... Quand ils disent blabla, quand ils viennent et qu'ils les examinent, ils voient en fait que ça n'a même rien de blabla. Parce que non, les blabla, c'est qu'il faut une splénomégalie. Alors, tu finis d'examiner l'enfant n'a même pas de splénomégalie. Et pourtant, ils ont dit que c'est du blabla. Donc, on est obligé toujours de parler, d'expliquer aux parents que non, il y a peut-être ce que les gens appellent des blabla, que c'est peut-être à l'indigénat, on ne refuse pas. Mais si l'enfant prend un paradigme et que vous dites que c'est du blabla et vous ne le traitez pas, l'enfant va mourir. C'est ça. Il faut d'abord essayer de sauver l'enfant et que tous les efforts n'ont pas marché. Vous pouvez aller faire votre histoire de blabla, on ne refuse pas. Mais vous n'avez rien fait, vous n'avez rien tenté et c'est du blabla, vous irez être traité sans penser à l'avenir de l'enfant. Vous allez perdre l'enfant parce que j'ai dit, la majorité de ces cas-là qu'on reçoit dans ces contextes-là ne suivent pas. D'ailleurs, vous avez pris une image qu'on va voir tout à l'heure avec la technique. La technique. Oui. Alors, voilà les complications. Maintenant, vous êtes venu à l'hôpital à tard ou tôt, on a traité l'enfant. Voilà, l'image qui est... Voilà, c'est comme ça, généralement, on traite les blabla avec des scarifications sur les deux, sur tout le ventre. Quand vous retournez l'enfant de l'autre côté également, vous allez voir les mêmes scarifications. Et souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ce n'est pas du blabla, l'enfant avait, c'est juste une infection, peut-être bactérienne, ça peut être une infection, ça peut être du paludisme, ça peut être la fête typhoïde que l'enfant, tout simplement, qui a donné ça. Et on laisse l'enfant. Le ventre va commencer par augmenter de volume. Plus ça augmente de volume, l'enfant a du mal à respirer. Et quand ça bloque la respiration également, l'enfant, non seulement les poumons, l'organe, les hémoglobines, tout est bousillé complètement, l'enfant finit par mourir. Et après ça, on va trouver que c'est quelqu'un qui a jeté un sort ou que c'est quelqu'un qui a tué son enfant. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est des trucs simples. Comme je l'ai dit, on peut passer une maladie qu'on peut traiter avec 500 francs, se retrouver à la morgue. C'est pas normal. C'est pas normal parce que nous tous les jours on mange. Ouais. On vit. Ça veut dire forcément avec 500 francs, même si vous n'en avez pas là, venez à l'hôpital trouver quelqu'un pour vous donner. Ouais. Il faut d'abord faire le pas pour vouloir sauver. Voilà, pour vouloir sauver l'enfant. Vous ne faites pas le pas quand c'est trop tard maintenant, quand on reçoit les enfants. C'est difficile dans ces conditions-là de faire quoi que ce soit. Alors, maintenant, si vous venez à l'hôpital et qu'on a traité tout ça, on ne peut pas vous promettre que ça ne va pas laisser des séquelles sur l'enfant. C'est ça qu'on va appeler séquelles. C'est-à-dire l'enfant est traité, il est guéri en griffe, mais il garde le passage de cette batterie-là dans son système cérébral. Alors, ces séquelles-là, on va l'aborder un à un. La première, c'est la paralysie. On peut être traité, mais la méningite a déjà réussi à bousiller l'air qui permet à l'homme de mouvoir, de pouvoir se lever, de pouvoir marcher. Et l'enfant se retrouve dans la chaise roulante. Se retrouve dans la chaise roulante. Elle est incapable de se mettre debout. Alors, quand c'est comme ça, c'est difficile pour ces jeunes enfants.
Pour ces enfants, ça, à la longue, ça peut arriver que ça s'améliore avec des séances de kinésithérapie, tout ça, là, ça peut arriver qu'ils commencent par faire un pas, ça peut s'améliorer un peu. Mais ce n'est pas toujours donné qu'on peut promettre que ça va s'améliorer. Et il faut aussi des moyens Les pour moyens. pouvoir suivre autant l'enfant. Les moyens, c'est là les bas blessent, parce que c'est une dépense énorme. Parce qu'il faut des suivis des neurologues, il faut des suivis des kinésithérapeutes, il faut l'avis des médecins physiques et réadaptateurs. Tout le monde doit participer pour que cet enfant récupère sa capacité à marcher. Mais ce n'est pas toujours donné, ce n'est pas toujours vrai qu'on peut y arriver. Alors, ça là, c'est le cas de l'enfant qui est paralysé. Il y a des enfants qui vont carrément être comme des légumes, c'est-à-dire totalement, il ne peut même pas s'asseoir. Il est toujours couché, il veut faire les selles, vous le déplacez, il veut manger, vous le mettez ça dans la bouche. Toute sa vie va être réduite à ça. À vous. Donc, imaginons comment vous pouvez alors être indépendant, comment vous pouvez aller au boulot travailler. Si vous partez au boulot, qui va s'en occuper? Même vous engagez un nounou, vous engagez quelqu'un, au bout de quelques semaines là, il est fatigué. Il faut prier même qu'il n'empoisonne pas votre enfant pour dire que bon, ça là, c'est quoi ça là? Il empoisonne et vous ne savez même pas quand c'est arrivé, l'enfant est décédé. C'est compliqué quand on en arrive là. Le mieux, c'est toujours d'éviter de ne pas en arriver là. L'autre complication, c'est l'état psychomoteur. Ça, là, c'est différent de quelqu'un qui est totalement légume. Mais lui, il a récupéré. Mais l'enfant qui garde la tête à 3 mois, la tête n'arrive pas à garder. Jusqu'à 6 mois, l'enfant n'arrive pas à s'asseoir. Il n'arrive pas à faire marche qu'à 4 pattes. Il n'arrive pas à tenir les trucs et rester debout, impossible. Il n'arrive pas à articuler papa, maman, que les enfants disent à un certain âge, il ne peut pas. Jusqu'à l'enfant franchir 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de commencer par se lever, tirer et garder les trucs pour rester debout. Ça, c'est ce qu'on appelle les retards psychomoteurs. Et la méningite fait partie des trucs qui donnent généralement ces retards. Et ces retards, généralement, nous, dans nos contextes ici, on ne fait pas les liens. Vous envoyez l'enfant à l'école. Il n'arrive à rien garder à l'école. Un enfant qui a fait méningite, il ne savait pas faire là. L'école, là, on ne va pas réussir. Parce que ça a déjà grillé tous ses neurones. Vous lui demandez d'apprendre, il finit d'apprendre les leçons maintenant, vous lui répétez. Rien. Malheureusement, c'est dans ça maintenant que les maîtresses et les maîtres vont sortir bâton pour frapper l'enfant. C'est dans ça que les parents vont tous les soirs gifler l'enfant parce qu'ils n'arrivent pas à garder quelque chose. Alors que, je le dis bien que c'est eux le problème de l'enfant. C'est eux qui ont mené l'enfant à ce stade. Il y a des adultes, aujourd'hui, quand vous les mettez devant une tâche ou un exercice, là, c'est les maux de tête qui commencent. Parce qu'en fait, à un certain moment de leur vie, ils ont eu une infection du cerveau et qui a été mal gérée et que ça a laissé des séquelles. Ils ne peuvent plus garder grand-chose dans la tête. Et puis, c'est difficile pour ces gens d'enfants d'être autonomes. C'est difficile pour les enfants-là parce qu'ils se retrouvent que tout le monde les tête de tarés. Oui, parce que... Et en confiance, ils perdent complètement confiance en eux. Oui. En tout ce qu'ils font, même rentrer dans un foyer pour eux aussi, surtout les femmes, c'est encore compliqué. C'est tout ça là qui affecte la vie affective de la personne parce que c'est comme si personne ne les encourage, personne ne les aime parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce que les autres enfants font, ils n'arrivent pas à faire ce que tous les autres adultes font, ils n'arrivent pas. Donc ils se retrouvent déjà stigmatisés, isolés et vous imaginez tout ce qui peut l'accompagner. Et c'est difficile pour ces genre de personnes. Et quand vous remontez dans l'enfance, vous retrouvez forcément qu'ils ont fait une infection et qu'ils ont fait des crises et tout ça qui est mal géré généralement parce que chez nous ici, quand l'enfant fait crise, bon, on se pense que tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. On ne sait pas que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, les répercussions, les séquelles de ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va apparaître. Mais quand ça apparaît, on ne fait plus le lien avec ce qui apparaît aujourd'hui, ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. On a déjà même oublié qu'on a fait quelque chose. Et ces enfants particulièrement, ils ont besoin de la patience, de l'accompagnement, d'un regard particulier pour les accompagner. Ils peuvent faire de grandes choses. Mais si vous les maltraitez, si vous les terrorisez, ils vont se renfermer sur eux et le résultat sera toujours négatif. Et vous allez vous plaindre. Ces enfants sont particuliers, il faut les accompagner. Et il faut déjà les amener à consulter. Il faut déjà, parce que parfois quand on a grandi quelque part, la chose s'est passée, on a quitté là, on est venu ailleurs. Maintenant, il faut dire à ceux qui vous avez vu ici maintenant qu'il y a une situation qui s'est passée. L'enfant avait ça à la naissance, on a essayé de gérer tout ça. Là, ça nous permet de savoir comment accompagner. Au fait, c'est ça aussi le problème parce que lorsque les gens recrutent les élèves à l'école, on ne leur demande pas des visites médicales. Oui, ça c'est... On ne leur demande pas de consulter un agent de santé ou un médecin pour qu'on évalue
son niveau d'état psychologique, on voit tout ça là Pour comprendre savoir comment les accompagner. Comment l'encadrer, qu'est-ce qu'il faut lui faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On ne le fait pas. Et tout le monde, les maîtresses, les maîtres, on met tout le monde dans les mêmes bateaux. Et on veut avoir un résultat comme tout le monde à la fin de l'année. Sinon, ce n'est pas possible. C'est difficile. Ce n'est pas possible. On met tout le monde ensemble, mais l'enseignant, c'est comme un père, un guide, un psychologue. Il doit savoir la particularité avec chaque enfant. Vous prenez mes patients, quand je le vois, je connais la particularité de chacun de mes patients, anciens patients que je reçois. Je connais le contexte qui accompagne. Ça là, c'est normalement un enseignant. C'est le béaba. C'est le béaba. Mais on ne l'a plus. Aujourd'hui, on veut juste dispenser ses cours et sortir, finir le programme scolaire. C'est tout. Ou avoir beaucoup d'élèves, ou avoir beaucoup de contributions pour avoir beaucoup d'argent dans l'école. C'est tout ce qu'on court derrière. Mais la vie de ces enfants-là, même là, on ne tient pas trop importance à ça. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. J'ai l'espoir aussi qu'on va y arriver. On va y arriver. Alors, l'autre complication, vous savez, quand j'ai dit le cerveau, les méninges, tout ça a un rapport. Du coup, lorsqu'il y a par exemple une infection des ventriculites ou un abcès dans le cerveau qu'on a traité, ou que c'est la localisation de cet abcès se retrouve là où de la vision, l'enfant peut perdre un œil ou bien les deux œils. Oui, la Les deux cécité. yeux. La cécité totale. Donc, les gens ne sont pas nés aveugles, ils se retrouvent aveugles après. C'est qu'il y a un problème. Comme la petite. Comme la petite là qui vient de perdre son œil gauche, ça peut être simplement dû à une méningite. Ou d'autres infections du cerveau, bien sûr. Ou même simplement la syphilis sur la grossesse, ou la toxoplasmose sur la grossesse, ou la rubéole sur la grossesse peut vous donner ça là. Et immédiatement quand l'enfant naît, on ne remarque pas vite. C'est quand l'enfant ne pas grandi qu'on voit en fait que l'enfant ne voit pas. Ouais. Il peut naître avec cécité totale, ou il peut naître avec les bons yeux, et la méningite vient complètement bousiller la rétine. Et là, l'enfant devient aveugle à vie. La même chose avec la surdité. L'enfant peut être sourd. Rien qu'après avoir fait la méningite, il n'entendra plus. Parce que le tympan, tout est bousillé, complètement le réflexe du haut, qui envoie les signaux au niveau du tympan, pour que le tympan puisse entendre ce qu'on dit. Le signal là est mort. Du coup, tout ce que vous faites, l'enfant n'entend rien. Ils sont obligés de faire des gestes pour parler. En fait, ça peut être simplement dû à une petite batterie que l'enfant a chopée à la naissance, que vous avez très mal gérée. C'est ça qui a donné ce problème. Alors que l'enfant entendait bien avant. Ou même, ça a déjà bousillé ça dans le ventre avant que l'enfant ne sorte. L'enfant sorte avec la surdité. L'autre complication qui devient de plus en plus très fréquent, qu'on gère régulièrement jusqu'à présent, c'est l'épilepsie. Soit vous faites un accident qui a touché le cerveau, vous pouvez développer une séquelle d'épileptique. Mais si vous faites la méningite également, la méningite peut vous donner l'épilepsie. Ça n'a rien de sorcellerie, ça n'a rien d'héréditaire. C'est parce que l'enfant a chopé une méningite, a fait une méningite, qu'après avoir soigné, ça a laissé des séquelles, ça a grillé les neurones du cerveau. Du coup, le cerveau ne fonctionne plus comme ça devait être. Donc, à un moment donné, il commence par vibrer, ça provoque les crises. L'enfant tombe en transe, l'adulte tombe en transe, il fait ses crises et quelque temps il se calme. Je profite pour dire en même temps, à ce niveau, quand l'enfant fait crise d'épilepsie ou crise convulsive, la chose à faire, ce n'est pas de chercher un bois, bâton ou cuillère, d'enfoncer des forces dans la bouche. Alors l'enfant, même parfois, même ils enlèvent les dents de certains enfants à cause de ça, parce que la force exercée pour envoyer la cuillère, ça casse la dent de l'enfant, ou les dents, la langue de l'enfant est complètement bousillée, qui saigne abondamment. Non, c'est de retourner l'enfant sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Gauche. Laissez l'enfant finir de convulser et courir. Ou si vous pouvez avoir une voiture, quelqu'un garde l'enfant sur le côté gauche et vous mettez dans la voiture et vous courez pour aller à l'hôpital. L'objectif, si vous mettez sur le côté gauche, ça va libérer les voies aériennes, l'enfant ne va pas inhaler. L'objectif, c'est qu'on évite que la langue chute en arrière, c'est pour ça qu'on coupe pour mettre quelque chose. Non, retournez l'enfant du côté gauche et courez à l'hôpital. Bon. Forcément, il y a un hôpital à côté de vous. Oui. Là, on va lui faire des diazépams, on va lui faire un soin d'urgence, ça va calmer la crise. Ensuite, ils vont vous référer dans les centres spécialisés pour pouvoir vous prendre en charge. C'est le béaba. Mais quand vous traumatisez l'enfant, non seulement vous allez casser sa dent, vous allez provoquer les plaies. Ça aussi, c'est une source d'infection. Parce que l'enfant va se retrouver en coma ou en quelque temps, il n'arrive pas à ouvrir la bouche, il n'arrive pas à avaler la salive correctement. Du coup, ça là encore va se surinfecter maintenant. C'est ça là qu'on va encore commencer par gérer après. C'est notre habitude de faire ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Côté gauche, tout simplement, vous tenez l'enfant. L'enfant convulse fini, vous courez maintenant pour l'amener à l'hôpital. Donc voilà les séquelles que ça peut laisser à quelqu'un qui a fait la méningite. Surtout les enfants qui l'ont fait tout petit, c'est là apanage, c'est leur vie et qu'ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, sinon on ne va pas s'en sortir.
On va y aller. On va y arriver. On va y arriver. Alors, quelles alors sont les dispositions? Bon, à part suivre l'enfant, l'évolution de l'enfant, les différents signes dont vous avez parlé un peu plus tôt et autres, comment faire pour éviter le mieux cette maladie? Le mieux, d'éviter cette maladie, le mieux, c'est d'abord, ça part déjà par l'intention de vouloir tomber enceinte. Quand je veux un enfant, il faut que je me prépare. Parce que la grossesse, ce n'est pas un jeu. C'est même pour les gens qui ont déjà fait 8 enfants, qui sont enceintes de leur 9e enfant, ce n'est pas un jeu. C'est par là d'abord. Le suivi de la grossesse est primordial parce que lorsqu'on remarque quelque chose d'anormal, on corrige au fur et à mesure qu'on avance. Mais si vous avez fait une infection bactérienne, vous avez fait une infection virale, vous avez fait une infection à la maison, personne n'est au courant et vous avez tout seul éliminé, vous ne savez pas si vous l'avez déjà transmis à votre enfant ou pas. Et l'enfant va sortir avec ces maladies et vous allez vous dire que c'est quelqu'un qui en veut à votre enfant. Oui. Alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Il y a des maladies qui peuvent vous donner d'énormes dégâts à l'enfant à la naissance, qu'on peut diagnostiquer chez la maman dès la grossesse et traiter, éradiquer avant que ça n'affecte l'enfant. Si vous ne le faites pas, vous allez donner des enfants. L'enfant, il va naître. Alors, en dehors de ça, lorsque l'enfant naît et vous accouchez, ne soyez pas pressé de rentrer. Donnez le temps à des gens d'évaluer votre enfant, les risques, tout ce qui l'accompagne, quels conseils on peut vous donner quand vous allez rentrer pour éviter de revenir dans en cas de catastrophe. Parce que généralement, c'est ce qu'on vit. Tous les jours, là, il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas rester à l'hôpital, qui rentre et qui revient en catastrophe. Et parfois, il y en a même qui sont revenus avec un enfant décédé juste parce qu'il n'a pas mangé. La maman l'a laissé sur le lit en train de dormir. Elle a laissé sur le lit en train de dormir la nuit. Et l'enfant n'a pas tété parce que les seins ne coulaient pas de l'eau. Et il s'est réveillé le matin, l'enfant ne bougeait plus. C'est un simple hypoglycémie. Et c'est bête de laisser son enfant mourir d'hypoglycémie. Parce qu'ils ne veulent pas rester à l'hôpital, ils ne veulent pas faire consulter. Ils ont refusé. Donc on les a laissés, les bébés, ils sont partis avec le bébé. Le matin, là, ils sont revenus. Ils n'ont même pas encore quitté l'hôpital. Ils sont revenus avec le bébé décédé. Et quand on vous parle, c'est parce que nous, on sait que les risques en cours, l'enfant vous dit ce qu'il faut faire, il faut faire ça. C'est pour ça qu'on est là. Ne soyez pas pressés de rentrer. Et en même temps, l'enfant qui est né aujourd'hui est préparé depuis 9 mois. C'est pas aujourd'hui que vous allez dire que vous n'avez pas l'année de consultation pour un enfant quand il naît. C'est comme être irresponsable. Oui. Parce que 9 mois, vous devez savoir que quand l'enfant va sortir dans 9 mois, là, il faut que je prépare 5 000, 3 000, 4 000 pour consultation. Pour sa consultation, oui. Vous n'avez pas 4 000 pour faire voir votre enfant, alors qu'il y a même les gens qui peuvent voir là, pour vous dire ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire à l'enfant. Et après, vous venez accuser quelqu'un. Non. Ça, c'est la première chose. Il faut que chaque parent ou chaque individu qui veut tomber ou qui veut faire des enfants, garçon ou fille, mette en tête que l'enfant sort, il a besoin des soins. Il a besoin d'être suivi. Jusqu'à un certain âge avant de vous le laisser. Si on met ça dans la tête, quand l'enfant a une situation, on sait qui appeler, on sait où aller, on va éviter d'avoir des enfants. On doit d'ailleurs même exiger que quelqu'un voie l'enfant avant de... Oui, c'est ça l'exigence, avant la sortie. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas payer celui qui va venir voir l'enfant. Combien ça coûte? À peine 3 000, à peine 4 000. Ouais. Arriver à la maison. Justement, ils vont faire des cérémonies, ils vont préparer, ils vont faire bâche, ils vont faire pour dire qu'on fait baptême. Alors que l'enfant que vous voulez faire baptême là, vous n'êtes même pas assuré qu'il va vivre jusqu'au jour du baptême. Alors que vous n'êtes même pas sûr que l'enfant va arriver au baptême. Moi, j'ai été invité à des baptêmes, j'ai refusé de partir. J'étais content, j'ai dit je ne viendrai pas. Parce que je suis fâché contre vous, parce que vous n'avez pas pris la peine de soigner l'enfant comme il le faut, et c'est 2 jours, 3 jours après que vous revenez à une catastrophe. Il y en a même qui veulent qu'on libère l'enfant, qui vont faire baptême à la maison avant de revenir. Si. Mais c'est pas possible. L'enfant, vous êtes déjà parti avec l'enfant, c'est grave. Vous êtes revenu en transe, et l'enfant est sous traitement, vous dites que comment on va faire pour faire baptême. Ouais. L'Africain veut garder son argent pour des futilités, pour mais baptêmes. Pour sauver la vie de son propre enfant là. Il y a un problème de priorité. Il y a un problème, il faut qu'on prenne conscience de ça. Si on ne prend pas conscience de ça, on va toujours traiter ces genres de situations. Et on ne va pas récupérer. Après, ils vont trouver que c'est une sorcellerie. Là, on est notre propre sorcier même, nous-mêmes. Alors qu'avant que... Est-ce que les gens même ont notre temps? Est-ce que les sorciers ont notre temps? Non. C'est nous-mêmes d'abord, ce qu'on fait là. C'est plus grave que ce que les sorciers nous font. C'est sur ça qu'il faut qu'on agisse, que ce soit en tant que grossesse, ou après l'accouchement, ou pendant l'enfant que l'enfant mange. Il faut qu'on ait en tête que quand l'enfant a quelque chose, il faut un avis pour savoir. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez, l'enfant ne se ressemble jamais. Les enfants ne se ressemblent jamais.
Chaque enfant est unique et il développe ses particularités qu'il faut prendre en compte si vous voulez vraiment sauver la vie de l'enfant. Alors, l'autre chose, lorsque l'enfant commence par grandir un peu, il commence par faire des diarrhées, il fait des vomissements, j'ai dit en même temps que ce n'est pas la dentition. La dentition n'a rien à voir avec. Laissez tomber la dentition. Laissez tomber la dentition. Quand votre enfant a chopé une batterie qui ça le dérange, il faut chercher à résoudre le problème. Vous laissez l'enfant quand vous trouvez dans les conditions que vous ne voulez même, vous-même ne souhaitez pas. Et vous ne cherchez pas à accuser quelqu'un, c'est vous-même votre problème. Dentition, il faut que ça s'arrête. Ça, c'est l'autre niveau sur lequel il faut agir si on veut éviter les méningites chez les enfants. Alors, lorsque, par exemple, vous êtes dépendantitaire, vous savez que vous êtes dépendantitaire, et vous savez que votre organe n'arrive pas à se défendre contre certains gemmes. Ce sont les gemmes encapsulées. C'est pour ça, ne me crois que souvent. C'est pour ça, c'est plus grave chez les dépendantitaires quand ils attrapent sur la batterie. Parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer. Les systèmes n'ont pas un système pour tuer les gemmes encapsulées. Du coup, quand ça rentre dans les systèmes, c'est des dégâts. C'est des dégâts, ça cause. Donc, quand on est dépendantitaire, il faut savoir se protéger. Et ça suppose que les parents savent s'ils sont dépendantitaires, on les traite ou pas. Parce qu'ils ne font pas. Il y a des femmes qui accouchent sans faire l'électrophorèse. Ils ne savent pas. Il y a des femmes qui le font, même le papa refuse et il ne le fait jamais. Comment vous voulez qu'on sache si l'enfant est à risque ou si l'enfant est dépendantitaire ou pas? Parce qu'avant 1 an et demi, on ne peut pas savoir. Oui. Il faut 1 an et demi d'abord pour que l'anticorps maternel disparaisse totalement chez l'enfant avant de faire. Alors que pendant ces 1 an et demi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est très important que les deux conjoints s'entendent sur ces réalités-là. Vous savez que hier seulement, j'ai appris à la mairie, j'ai fait un tour à la mairie, j'ai appris que maintenant ils sont en train de refuser de célébrer les mariages des gens qui ont les traits de dépendocitose. J'ai dit, waouh, ça c'est un avancé. Ah, d'accord. Donc, si vous savez que vous dites oui, nous voulons quand même. La mairie va chasser. La mairie refuse. La mairie va refuser. J'ai dit, si ça peut être une réalité, on va vraiment avancer. Parce que les gens continuent de se mettre en couple. Et même les dépendantitaires, même parfois, se mettent en couple, ils font des enfants dépendantitaires. On a 2-3 générations de dépendantitaires. C'est compliqué quand c'est comme lourd. Ça. Il faut peut-être l'apport de ces genres de décisions par exemple des autorités pour enfin que les gens prennent conscience, parce que les gens vont vous dire que non, vivons notre amour, alors qu'en fait c'est l'avenir de l'enfant que vous pouvez les compromettre. L'enfant va souffrir toute sa vie et finit par en mourir et vous allez peut-être penser que vous avez vécu votre temps. Non, personne n'a le droit de condamner la vie de son enfant. Et la loi est claire là-dessus. Quand vous avez un enfant, vous avez l'obligation de prendre soin de lui. Absolument. Et vous avez l'obligation de ne pas faire quelque chose qui va porter atteinte à la vie et à l'avenir de l'enfant. Et tant que vous accouchez un enfant dépendantitaire, vous venez de violer cette loi parce que l'enfant va souffrir toute sa vie. Normalement, la loi doit vous interpeller. Voilà. Merci, docteur. Il y a une dernière chose, il y a la vaccination. Oui, bien sûr. Il y a la vaccination contre la méningite. Lorsque l'enfant grandit à certain âge où il faut se vacciner, n'hésitez pas à vacciner votre enfant contre la méningite. Ça va protéger l'enfant contre les formes graves. Oui. Même si ça venait, il va éliminer tout ça sans que vous le sachiez. D'accord. C'est à quel âge c'est selon le calendrier vaccinal. Je crois qu'à partir de 2 ans ou 3 ans, déjà, la vaccination commence. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas dans le programme élargi de vaccination. Il faut payer pour le faire. Et au centre de vaccination international de Cotonou, ici, à Messebo, ça existe. Donc, vous pouvez aller demander que vous voulez faire le test de la méningite. On va faire le test de la méningite. Même nous adultes, à des périodicités, il faut le faire pour se protéger. Donc, on peut aller faire le test. Voilà. Et le vaccin. Le vaccin. Et les dépendantitaires, ils ont les vaccins obligatoires qu'ils doivent faire. Parce qu'ils savent que ces gens gemmes-là, ils n'arrivent pas à se défendre. Donc, ils doivent se vacciner obligatoirement contre ces gemmes-là. Ils sont un peu plus protégés. Exigés à cette pratique-là, à cette vaccination, pour les protéger à la langue, pour éviter que les gemmes viennent se greffer à leur tableau. Maintenant, les gens qui sont immunodéprimés, comme les dépendants, et ceux qui ont le VIH et autres également, savent que le système immunitaire n'est pas aussi assez solide que ça. Du coup, il faut se protéger pour éviter d'en attraper ces bactéries. Parce que quand ça rentre, on sait, mais quand ça va sortir, on ne sait pas. On ne sait pas. Et les dégâts également, on n'arrive pas à les contrôler. Également. Merci beaucoup, docteur. Assez de détails donc sur cette maladie de la méningite qui continue de faire ravage au niveau des enfants, au niveau des adultes également. Nous allons entamer la dernière partie de notre émission avec Modeste.
Modeste, je vous retrouve. Le message, on démarre. Alors, le premier message du pasteur Kotoki Saturin qui dit la méningite est une maladie invalidante, mais Dieu merci que son vaccin existe. Vaccinez-vous pour éviter une mort bête due à la méningite. Un autre message de Mélanie qui nous écrit depuis le Cameroun qui dit c'est un épisode qui, 3 ans plus tard, est toujours extrêmement douloureuse. Ma fille est sortie de l'hôpital avec 2 jambes et ses doigts de la main droite en moins. Au début, je me suis beaucoup voulu. Je me disais que je n'avais pas pu la protéger. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu le réflexe d'appeler les secours, elle serait décédée. Témoignage de cette mère de famille résidant au Cameroun, dans le nord du Cameroun. Très bien. Donc, les séquelles un peu qu'on n'a pas pu complètement gérer. Si le cerveau est grillé et que c'est l'air qui permet aux membres, aux pieds de fonctionner et que ça ne fonctionne plus, que ça commence à se gangréner, le mieux c'est d'éviter d'aller couper, amputer plus haut pour pouvoir laisser la chance au reste de l'organisme d'être viable. Parce que si vous ne faites pas, si ça crème comme ça, c'est la mort qui s'ensuit. Ça peut arriver, on va amputer le membre. Et les doigts, elle a dit aussi les doigts. Il y a les doigts, parce que comme je l'ai dit, au niveau du cerveau, il y a des jurys. Chaque jury a l'endroit qu'il naît au niveau des membres. Donc, si ce jury-là est atteint, ça peut être 2 ou 3 orteils avec un doigt, ça peut être là, c'est les 2 là qui seront atteints et qu'on est obligé d'enlever parce que ça va se gangréner, ça va pourrir. Et là, maintenant, c'est de l'origine, là, maintenant, ça va maintenant affecter tout le reste. Tous les autres. Il vaut mieux rapidement l'enlever pour sauver le reste. Ça fait un peu froid dans le dos, ça fait un peu peur quand même. Alors, un autre message qui dit il existe plusieurs sortes de méningite, la plupart d'origine infectieuse. Elle consiste en une inflammation de méningite membrane qui entoure et protège le système nerveux. Les plus fréquentes sont d'origine virale. Elles touchent particulièrement les nourrissons avant 1 an et les grands enfants. Elles sont le plus souvent bénignes, mais pas toujours, et guérissent spontanément en général au bout d'1 ou 2 semaines. Elles se déclarent souvent en période estivale et au début ressemblent un peu aux symptômes d'une grippe. Certaines maladies virales, comme les oreillons, par exemple, comportent une atteinte méningée. Avant d'envisager le diagnostic de la méningite virale, il faut toujours être assuré qu'il ne s'agit pas d'une infection bactérienne, laquelle impose un traitement antibiotique d'urgence. La méningite purulente, quant à elle, est causée par une bactérie. Alors, il dit la transmission se fait de personne à personne à travers la salive ou la toux. L'incubation de la maladie est en général de 4 jours, mais elle peut varier entre 2 et 10 jours. Il existe des porteurs sains qui ne sont pas malades, mais qui transmettent néanmoins la maladie par voie aérienne. C'est un message de Dr. Liselott. Ok, très bien. C'est un médecin qui nous écrit, donc merci beaucoup à lui. Alors, moi, je voudrais quand même demander au docteur, est-ce à dire, on a un vaccin donc, contre la maladie, mais comment se fait-il qu'on en souffre encore autant? Vous savez, le système immunitaire de chaque individu ne se manifeste de façon comme il le faut. Devant un vaccin, quelqu'un sera totalement protégé, l'autre sera partiellement protégé. Donc, celui qui est partiellement protégé peut faire toujours la maladie. Donc, ça dépend des réactions de l'organisme face au vaccin. Donc, ce n'est pas pour rien on se vaccine contre l'hémophilus influenzae qu'on peut encore développer l'hémophilus influenzae. Une infection virale à l'hémophilus influenzae, comme une grippe simplement, ça peut encore venir. Pourtant, c'est inclus dans la vaccination, programme élargi de vaccination des enfants. Donc, chaque enfant a une protection variable. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui fait le vaccin. Qui fait le vaccin, oui. Dans le groupe de ceux qui ne font pas vaccin là,
ce sera beaucoup plus développé, Développé. que le groupe de gens qui ont fait la vaccination. Peut-être à peine 1% de ceux qui sont vaccinés, vous allez trouver, pendant que il y a 40-50% de ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, même dans la vaccination, les produits qu'on utilise, on vous dit toujours, ça marche pour X, on ne peut pas vous dire que ça va exactement la même chose pour Y. Donc, chaque organisme réagit différemment à ces choses-là. Très bien. Donc, de toute façon, il faut davantage sensibiliser aussi sur ce vaccin qui est disponible et qu'il faut aller prendre dès qu'on a l'âge de le faire. Par exemple, vous voyez l'oreillon, oui. Ça fait partie, ça donne des gonflements. Oui. Et quand un enfant a ça, que vous... En fait, ça aussi, je pense qu'on va y arriver, parce que quand un enfant a ça, qu'il amène ça à l'école, il partage ça à tous les autres enfants. Oui. Il doit avoir des lois qui obligent chaque parent, lorsque le parent sent ça chez l'enfant, parce que généralement, c'est les grands enfants qui sont capables de parler. Ils vont vous dire que j'ai mal là. Oui. Ça veut dire que peut-être c'est un oreillon. Et c'est très contagieux. Il faut le laisser à la maison, ne l'envoyer pas à l'école. Sinon, les autres enfants vont l'attraper. Et tout le monde, les enfants n'ont pas le même système immunitaire que lui, peut-être. Pour réagir de la même manière. D'autres enfants vont de façon exagérée et ça va virer au drame. D'autres vont aussi éliminer tout comme lui. Mais il faut toujours laisser le libre choix à chaque enfant selon son système immunitaire. Ne venez pas contaminer les autres parce que vous arrivez à supporter. Non. Alors, la pensée du jour qui dit « Faire travailler la méninge, c'est l'exploitation ». Faire travailler la méninge, c'est l'exploitation. Faire travailler les méninges, c'est de l'exploitation. Docteur. Bon, c'est comme si on s'exploite nous-mêmes. C'est ça, oui. Donc, on n'a pas le choix aussi. On n'a pas le choix, on est obligé de tourner ça dans la tête, de réfléchir. C'est parfois quand ça dans les mots de tête. Ça, c'est les conséquences de l'exploitation. Donc, plus vous réfléchissez, plus vous vous sentez, la tête s'échauffe. Et puis, surtout quand vous êtes dans une situation difficile et que vous cherchez les moyens à coûte que coûte et que vous ne trouvez pas, les méninges, ça pète, que les maux de tête s'installent et puis... Il vaut mieux aller se reposer. Aussi. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. On doit réfléchir, on doit utiliser les méninges. Ils sont là pour ça, ou bien elles sont là pour ça aussi. Oui, mais quand vous mettez à réfléchir, à un moment donné, vous réfléchissez, mais ce n'est plus comme quand vous êtes en bon état. Quand vos cerveaux sont quand même le cerveau est en bon état, vous réfléchissez de travers. Il suffit de vous reposer, même si c'est 5 minutes, pour retrouver la pleine forme et continuer le travail. Alors, la citation du jour est de Mac Carroll et c'est un politique. Il est né le 11 août 1941 à Rabat et c'est un Français. Très bien. Merci. Un mot de fin. Oui, je pense qu'il revient quand même à l'État de mener une sensibilisation pour les personnes parce qu'on n'est quand même pas trop informé. Mener une sensibilisation pour informer la population et aussi du vaccin. Sur la méningite, docteur. Merci. Si je dirais quelque chose pour finir, c'est que la méningite, c'est une maladie dangereuse, mortelle et puis les conséquences, les séquelles sont vraiment difficiles à gérer, que chaque parent, que chaque individu qui décide de faire des enfants déjà prenne conscience qu'un enfant, c'est une charge, c'est un suivi régulier pour pouvoir lui permettre d'avoir un avenir meilleur. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Amis téléspectateurs, je vous dirais tout simplement que si vous avez des signes bizarres sur votre enfant, rendez-vous à l'hôpital pour en savoir davantage afin de mieux traiter votre enfant. La méningite, c'est une maladie qui existe, qui est grave et dont on ne veut pas souffrir des séquelles. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a le vaccin et prenez les dispositions, pourquoi pas, pour vous faire vacciner vous-même en tant que parent, mais aussi pour les enfants également. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous absolument demain.